On en a vu une dans la présentation précédente, juste avant celle de Nicolas, qu'on va reprendre de toute façon. Il existe plein de façons de faire des star masks. Alors, est-ce que vous savez à quoi sert un star mask? Comment est-ce que vous l'utilisez? Pour traiter différemment l'objet et les étoiles. Exactement. Pour identifier les étoiles, les isoler et pouvoir leur appliquer un traitement. Quel genre de traitement on peut avoir sur les étoiles? La réduction, la saturation. En général, effectivement, c'est les deux éléments qu'on utilise principalement, sauf quand vous voulez les retirer complètement, auquel cas c'est la starless, c'est encore un peu différent. Alors, il existe plein de façons de faire des star masks, mais vous aurez remarqué que chaque petit process qui permet de fabriquer star mask a soit ses limites, soit au contraire peut offrir plusieurs possibilités. Le plus classique, le plus connu d'entre tous, c'est qu'en général, qu'on utilise en général au départ, quand on commence sur PixInsight et qu'on apprend, c'est le process star mask. Alors, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous utilisent ce process star mask? Ouais, pas. Donc vous savez comment ça se remplit, en gros. Star mask. Voilà. Déjà, c'est plutôt accueillant. Hein, on a envie de faire un câlin au process star mask avec tous ces chiffres et tous ces curseurs dans tous les sens. D'emblée, ça, c'est pas toujours évident. Comment est-ce que ça se règle? Alors, on va en parler rapidement, mais vous allez voir qu'il y a en fait d'autres procédés qui permettent d'avoir des star masks qui sont tout aussi efficaces. Alors, bien entendu, ils peuvent avoir des apparences qui sont différentes. Du coup, une utilisation qui doit être surveillée en fonction de cette apparence-là. Mais l'important lorsqu'on traite une image astro, vous l'avez remarqué, c'est que les étoiles n'ont pas du tout la même forme ou le même diamètre. Si vous faites un star mask avec le process, vous avez donc ce premier niveau au-dessus, le noise threshold, ça veut dire le seuil de bruit. En fait, il correspond à une valeur du fond de ciel. Vous pouvez très bien l'obtenir en faisant un clic droit maintenu de la souris, vous voyez, et là je suis en noir et blanc, donc c'est la valeur K qui va être importante pour moi. Là, il y a 0,002. Ça peut être intéressant de rentrer cette valeur-là pour que PixInsight fasse la distinction entre qu'est-ce qui va être du fond de ciel bruit et qu'est-ce qui va être des étoiles. Ça va l'aider à le construire. Il ne faut pas hésiter à gérer ces valeurs-là pour trouver justement qu'est-ce qui va permettre au process d'obtenir le meilleur résultat. Parfois, lorsque vous rentrez des valeurs qui sont aberrantes, vous avez dû peut-être faire l'expérience, c'est assez spécial. Le résultat qu'on obtient, c'est inutilisable. En plus, le process est assez long à tourner. Donc moi, je voudrais vous proposer d'autres alternatives. Ensuite, on va avoir la fameuse notion de scale, qui est en gros la taille des étoiles. 5 sont des étoiles plutôt moyennes petites. Plus vous montez ce chiffre, plus le process ne va conserver que les grosses étoiles. Plus vous diminuez ce chiffre, plus il va conserver les petites. Ensuite, la notion de large scale, small scale et compagnie, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez régler en fonction du diamètre de la taille des étoiles que vous souhaitez garder ou exclure. Et ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de jouer sur le shadow, le midtones ou les highlights. En gros, ton noir, ton moyen, ton clair. Et de régler, alors soit les shadows, soit sinon le midtones, peut parfois vous aider lorsque vous commencez à avoir trop de bruit de fond de ciel qui sort dans le star mask, à faire baisser cet ensemble et à retrouver du coup des valeurs plus adéquates. Ça peut être intéressant parfois de faire la tentative d'avoir la même valeur en noise threshold et en midtones. Essayez ça chez vous. Et vous me direz comme ça si vous obtenez plus d'aisance pour fabriquer le star mask. Quoi qu'il en soit, et on vient de le voir, vous êtes obligé de faire le choix d'une échelle, donc d'une taille d'étoile, même si elle peut en comporter plusieurs. Ce que nous souhaitons faire lorsque nous travaillons sur les étoiles, c'est avoir la possibilité d'utiliser toutes les étoiles, qu'elles soient grosses, moyennes, petites ou toutes petites. Que même dans les petits amas qu'on peut avoir, regardez sur cette image par exemple, il y a des petits amas qu'on peut retrouver dans cette région-là. Voilà, ici, là, et ce petit amas-là, pour faire un star mask là-dessus, sans avoir un gros pâté, j'ai envie de vous souhaiter bonne chance. Mais ce serait dommage, lors du traitement, si vous êtes sur des amas ouverts ou même globulaires, de ne pas avoir la possibilité d'avoir au maximum de distinction, de différenciation dans les différentes structures étoiles. D'où l'intérêt d'aller peut-être travailler différemment. Parce que si je dois me taper un star mask par taille d'étoile, ça va prendre un peu de temps. Alors en général, on fait large. On fait une scale à 8, une à 5, une à 3, par exemple. Ça va permettre d'avoir les grosses, moyennes, petites étoiles. Vous avez 3 procédés. Vous allez fusionner les 3 masques différents pour obtenir une carte d'étoiles représentative de la globalité de l'image. C'est long, c'est fastidieux, et en plus, il ne va pas choper toutes les étoiles.
Donc pour cette raison, mais ça c'est très personnel, je n'utilise plus du tout le process StarMask. J'utilise les techniques que je vais vous présenter aujourd'hui, et il en existe plein. Moi je vous en propose deux avec lesquels j'aime travailler et que je trouve efficaces, qui ont chacune leurs intérêts et aussi leur rapidité d'acquisition et de mise en place. On va commencer par la première, qui est l'utilisation d'un process que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le process MMT. Celui-ci, Multiscale Median Transform. Je vais l'ouvrir. La deuxième chose avant de se lancer sur la création du StarMask, c'est que c'est toujours important, je trouve, on a de meilleurs résultats, de créer un StarMask à partir d'une image qui est délinéarisée. En gros, j'ai étiré l'histogramme de cette image, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Comme ça, j'ai toute la dynamique de l'image, la représentation réelle des diamètres, parce que ça, c'est qu'une visualisation. Et ça va me permettre d'aider le logiciel à repérer qu'est-ce qui est une étoile, qu'est-ce qui est de l'objet, qu'est-ce qui est du fond de ciel. Donc n'hésitez pas à faire une montée d'histogramme. Pas besoin d'aller faire une montée d'histogramme sublime magnifique. Je vais vous montrer une façon feignante de procéder et c'est très efficace comme ça. Ensuite, vous pouvez, si vous utilisez le process StarMask que nous avons vu au préalable, appliquer quelques procédés sur l'image pour essayer d'écraser au maximum et le bruit, et le fond de ciel, et l'objet, pour garder une sorte de trame sur les étoiles. Je pense par exemple au process HDR. Vous avez vu, si vous ne masquez pas HDR et que vous laissez tel quel, c'est d'une violence rare, vraiment. Mais ça a le mérite d'écraser l'ensemble. Vous mettez un gros coup d'anti-bruit dessus pour lisser. Vous n'avez plus que les étoiles qui restent, des petites et moyennes en particulier. Ça va aider le StarMask à être créé pour la taille petite et moyenne des étoiles. Mais une fois de plus, ce sont des procédés supplémentaires à effectuer. Alors, libre à vous, bien entendu, mais je trouve que c'est aussi une perte de temps. On a des process quand même pour un traitement d'image qui peuvent être longs. Il ne s'agit pas non plus de s'éterniser sur des choses qui ne devraient pas prendre trop de temps. Okay. Donc on ne va pas utiliser ce HDR ni tous les systèmes comme ça pour obtenir notre carte d'étoile. Je vais simplement, à partir de cette image, faire une simple montée d'histogramme depuis la STF. Je vous rappelle, la STF, c'est le process qui est en bas à droite sur votre écran et qui va lui permettre de faire une prévisualisation. L'intérêt de ce process, c'est qu'il va garder en mémoire les valeurs de l'histogramme qu'il utilise pour vous montrer cette image. Moi, cette image de prévisualisation, pour ce que j'ai à faire, elle me suffit. Pourquoi est-ce qu'elle me suffit? Simplement parce qu'elle met suffisamment en valeur tant l'objet que les étoiles, que le fond de ciel. Il y a une dynamique qui est cohérente, qui est homogène dans l'ensemble de l'image. Il n'y en a pas un qui sort plus que l'autre. Donc je peux m'en servir. Si vous aviez quelques difficultés avec un objet qui ressort trop, des étoiles pas assez, vous pouvez faire une courbe dessus pour monter le niveau des étoiles, baisser celui d'objet, trouver un compromis pour aider le procédé à se mettre en œuvre. Pour faire une montée d'histogramme très simple, eh ben, c'est simple, vous allez prendre la couche L et vous décaler sur le côté pour dupliquer votre image. Je vais ensuite cliquer sur le bouton de la STF, ce qui va me permettre de rentrer les valeurs de cette image dans la STF. Après, vous devez certainement connaître le procédé. Si vous avez suivi des tutos qu'on peut rencontrer par exemple sur le site de l'AIP, et je vous invite à vous rendre sur ce site, c'est très riche en tutos et en informations sur PixInsight, ou même aussi sur Photoshop, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et à partir de ce process qui est le histogramme transformation, qui vous sert à étirer l'image, eh bien je vais prendre le triangle de la STF que je vais glisser dans le bandeau inférieur du process, et en le relâchant, vous voyez que la barre linéaire ici a changé sa forme. La courbe s'est mise en place et l'histogramme est inscrit dans histogramme transformation. Il ne me reste plus qu'à faire glisser le triangle sur cette image et ma montée d'histogramme est faite. Alors là c'est tout blanc simplement parce que j'ai encore la STF active. Et si je clique sur le bouton en bas à droite Reset, hop, voilà. Donc là, j'ai fait une montée d'histogramme à partir des valeurs de la STF. Et sur ce clone, sur cette image, eh bien, je vais pouvoir générer mon StarMask. On va commencer maintenant avec le process MMT. Je vais fermer ça. On va réutiliser tout à l'heure. Donc le process MMT, que vous trouverez dans les process icônes, c'est un système qui fonctionne avec des ondelettes. Est-ce que vous savez ce que sont les ondelettes? On s'en sert beaucoup en planétaire. Hein. C'est comme, voilà, diviser votre image en plusieurs strates, en plusieurs couches. Et chaque strate, c'est comme un tamis. Vous avez un tamis extrêmement fin dans les strates numéro 1, 2, etc. Et plus vous allez monter dans les chiffres, plus ce tamis va s'ouvrir. En gros, plus les mailles sont grosses, plus les structures concernées sont larges. Les derniers niveaux vont présenter l'objet et ce qui peut y avoir de très gros dans l'image. Et au contraire, les tout premiers niveaux, le niveau 1 va représenter le bruit de trame qu'on a dans le fond,
Niveau 2 va représenter un peu d'étoiles et compagnie, et plus on va monter, plus les structures grosses vont être présentes. Ce qu'on va faire, nous, c'est utiliser ce principe de couches. Si jamais je comprends que l'architecture de ces couches, elle est empilée les unes sur les autres, et que je peux les séparer. Si je retire certaines couches, il va me rester seulement les précédentes. En d'autres termes, si je retire les couches qui contiennent les structures les plus larges, l'objet, qu'est-ce qu'il va me rester à l'issue? Uniquement des étoiles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en 2 clics, vous pouvez obtenir un star mass qui contient la totalité des étoiles, grosses, moyennes et petites. On va voir de quelle manière. La limite de cette technique, et on va le constater ensemble lorsqu'on va le faire, c'est que certaines parties de l'objet sont très très lumineuses. Et du coup, elles vont être inscrites sur plusieurs couches, pas que sur la dernière. Et du coup, vous risquez d'avoir quelques traces d'objets qui persistent, auquel cas, soit vous avez différents procédés comme le tampon, la courbe, l'histogramme, ou alors même pixel math, qui vous permettrait de retirer toutes les valeurs aberrantes et de ne conserver du coup que les étoiles. Dans ces procédés, on va en reparler, il faudra être attentif à l'état général de cette carte d'étoiles. Parce qu'en allant taper trop fort avec l'histogramme ou les courbes, par exemple en faisant baisser le fond de ciel, vous allez resserrer la taille des étoiles. Et si vous vous retrouvez avec une taille d'étoile, un diamètre qui est inférieur à la réalité de vos étoiles, vous allez créer des artefacts. Inversement, si vous avez un système qui est trop dilaté, vous allez avoir une marge de manœuvre autour de l'étoile trop importante et vous pouvez là aussi créer d'autres types d'artefacts, comme des yeux de Merlan, des cercles noirs, une sorte de donut qu'on peut voir autour des étoiles qui n'est pas typique. En revanche, il peut être intéressant parfois de faire ce cumul des deux, de prendre et trop large et pile le centroïde. Et quand vous faites la différence entre j'ai pris trop large, j'ai pris le halo en considération et j'ai soustrait le centroïde de l'étoile, il vous reste uniquement un masque qui contient la totalité des halos sur votre image. Et là, vous avez un moyen extrêmement simple, en soustrayant 2 star masks, un trop gros, un trop petit, de retirer tous les halos disgracieux que vous pouvez avoir. C'est une technique pour faire un masque spécial halo. Alors, si on a le temps, on en parlera. Mais voilà, il y a plein de façons de faire dans tous les sens. Si je commence à me disperser, on ne va pas s'en sortir. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Par défaut, vous avez la couche layer qui représente le nombre de strates que le process va utiliser dans votre image. Vous avez le choix entre 1 et 8. Bien entendu, nous, ce qu'on souhaite, c'est diviser au maximum notre image pour avoir le plus de strates possible. Plus j'ai de strates, plus j'ai des possibilités d'action fine à chaque étage. Et dans ces cas-là, contrôler les différences qui peuvent exister. Ça va me laisser plus de marge de manœuvre et d'avoir un masque qui sera plus fin. Ce pourquoi est-ce que je fais le choix de mettre 8 layers. Je vous le rappelle, le niveau 1, c'est le niveau du bruit, en gros, une très 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 fine structure. Le niveau 8, c'est les choses très larges, tout ce qui est structure de l'objet. Okay. Vous pouvez laisser par défaut les autres éléments. Même si je suis sur une image monochrome, sachez que le procédé fonctionne exactement de la même manière sur une image RVB. Quand on fait un masque, en revanche, le masque ne doit pas être en couleur. Donc je vous invite à extraire la couche luminance de l'image RVB pour ne travailler que sur une structure noir et blanc. Comme ça, vous n'êtes pas embêté, votre masque il est fait à 80%. On va commencer dès maintenant. Pour travailler, il faut bien s'assurer qu'on soit toujours en RGBK. Voilà. Ça marche très bien pour ce que nous avons à faire. On se sert toujours du Real Time Preview. Je suis navré, mon ordi est un peu lent. Et comme ça, on va pouvoir observer à chaque niveau qu'est-ce qu'on va avoir comme action dès que je vais décocher. En décochant les petites tiques vertes que vous voyez sur le côté gauche du process, je vais retirer la couche, ou du moins l'action de cette couche-là. Et au fur et à mesure, on va procéder comme si je pelais un oignon, c'est pareil. On va rentrer dans les couches et observer l'anatomie, la structure générale de la couche et voir si, ah bah tiens, cette couche-là me convient parfaitement pour ce que j'ai à faire. Okay. Donc on va commencer par les chiffres les plus grands. La couche R, c'est la couche résiduelle. Et en général, c'est elle qui contient les plus grosses strates, donc l'objet et compagnie. Et quand je double-clique dessus, voilà, vous voyez où je veux en venir? J'ai retiré presque déjà une grosse partie de l'objet. On constate qu'il reste les grosses étoiles, ensuite la partie en haut et en bas de la nébuleuse qui peuvent être gênantes, mais il y a encore trop de traces d'objets. Donc je vais continuer à descendre dans les strates au fur et à mesure en observant. Ce qui est très important en fait à observer, et je me suis fait avoir pas mal de fois là-dessus, c'est qu'en fait au bout d'un moment l'objet disparaît, c'est formidable parce que ça fait moins de travail ensuite. En revanche, vous allez vite voir que les grosses étoiles vont disparaître elles aussi. Et ce que nous souhaitons, c'est avoir la totalité des étoiles contenues dans l'image pour pouvoir travailler spécifiquement dessus. Tant le petit amas là que la grosse étoile à droite. On va voir ce que donne la couche 8. Je retire la couche 8.
Et vous voyez que j'ai encore perdu un peu plus d'objets. Mes grosses étoiles sont toujours là, je peux poursuivre ma descente. Je retire la couche 7. La couche 7, j'ai encore un peu plus d'étoiles et un peu plus d'objets qui a disparu. En revanche, qu'est-ce qu'on commence à constater sur la grosse étoile à droite? Voilà, donc elle commence à s'éteindre doucement. Exactement. Et enfin, je vais descendre sur la couche 6. Et là, effectivement, j'ai presque plus d'objets, seulement, vous voyez, l'étoile là, elle a disparu. Celle-ci, elle a presque disparu. Malheureusement, à moins de greffer un star mass qui contienne des grosses étoiles, c'est dommage de les perdre. D'accord? Donc je vais devoir me contenter, pour cette image, et chez vous ça peut être totalement différent, du niveau 7 décoché, 8 décoché et R décoché. Comme ça, j'ai cette grosse étoile et cette grosse étoile qui persistent. En revanche, je peux constater là, eh bien, que j'ai toujours des traces d'objets. Je vais valider le process à ce niveau et je vais vous montrer les différents outils qu'on a à notre disposition pour éradiquer les dernières traces d'objets. Il y a différentes façons de faire. On va en voir au moins 3. Hop, ça, je peux l'appliquer. Hop là, je peux fermer le preview et le process, j'en ai plus besoin. Donc là, en gros, mon star mask, vous voyez, il est fini à 90% pratiquement. Et on constate que j'ai les grosses, moyennes et petites étoiles. Et ça m'a pris 3 clics. Autant dire, c'est plutôt rapide, beaucoup plus simple et moins ennuyeux que le process star mask. Comment est-ce que je peux me débarrasser des dernières traces d'objets qui persistent ici? Alors, je peux très bien faire un petit zoom dedans, pour me rendre compte de ce que c'est. Effectivement, cette portion de la nébuleuse, là, c'est une partie très lumineuse et c'est assez récalcitrant. On va voir jusqu'où on peut la faire partir, sans aller trop abîmer le reste. Le premier élément qu'on va utiliser, c'est le process histogramme transformation. Je remets le process à 0 et je vais faire un real-time preview. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est noircir le fond de ciel pour faire baisser les niveaux. Et plus je vais le noircir, plus les traces d'objets vont disparaître au fur et à mesure. Le souci, et vous allez vite vous en rendre compte, observez en même temps que je bouge le curseur. On va le faire par étapes. Voilà, vous voyez là, on voit que l'objet disparaît, seulement les étoiles aussi. Observez, regardez la taille des diamètres. Là, je vais faire exprès de pousser un peu plus loin. Voilà. Tout s'éteint, toutes les toutes petites étoiles que je souhaitais conserver, je les perds. Donc ça, c'est aussi la limite que peut avoir ce procédé-là. Dans certains cas d'objets où il n'y a pas des gros points lumineux, il est assez homogène, par exemple une nébuleuse diffuse au milieu du signe, ça marche très bien. Parfois, il n'y a même pas besoin de se servir d'histogramme. Mais un tout petit coup d'histogramme suffit à faire disparaître l'ensemble. Ça, c'est très pratique. Là, dans notre cas de figure, c'est pas possible. Mais je ne peux pas me contenter d'avoir un star mask comme ça. Donc je vais revenir dans des valeurs un peu plus hautes. Et puis je vais essayer de trouver le compromis entre faire un peu disparaître l'objet et puis garder quand même mes étoiles présentes. Voilà. Par là, par exemple. Juste pour vous montrer avant-après. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Vous voyez, on a quand même perdu un peu d'étoiles. Quand même. Donc c'est un choix qui n'est pas évident. Peut-être que je suis parti un peu trop loin. Et dans ces cas-là, je reviens un peu en arrière. Allez, quitte à avoir un petit peu plus d'objets à retirer, c'est pas trop gênant. Et là, avant, après. Voilà. Donc là, c'est acceptable. Je sais que quand je vais remonter, et on va le faire maintenant, les niveaux, une fois que j'aurai bien nettoyé les choses, les petites étoiles qui étaient cachées dans le fond, qu'on ne voyait pas trop, elles vont ressortir. J'ai pas trop de pertes. Et je vais valider mon star mask à ce niveau-là. Ça, c'est un premier tri qui peut être fait. Une fois de plus, dans certaines images, peut-être les vôtres, ce simple histogramme suffira à éradiquer la totalité des traces d'objets restantes. Dans ce cas de figure, c'est intéressant de pouvoir développer d'autres outils pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? Eh bien, un truc qui prend beaucoup de temps, mais qui fonctionnerait, c'est le tampon. Voilà. Alors ça, c'est un truc qu'on finit épileptique à la fin, hein. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, le tampon, je vais pas l'utiliser, j'aime pas l'utiliser, je trouve que sur PixInsight, il est pas ergonomique en fait. Je préfère l'envoyer sur Photoshop avec un petit coup de sélecteur de correction sélective et hop, ça disparaît en 2-2 et je reviens ensuite dans PixInsight par exemple, si jamais je souhaitais le faire au tampon. Mais là, on va voir qu'on peut utiliser par exemple Pixelmatte pour aller éradiquer les dernières traces d'objets. Ou alors je refais encore des passes avec l'histogramme, mais la finalité, c'est que je vais perdre toutes les petites étoiles. Donc on va utiliser Pixelmatte pour ça et on va mettre en œuvre une formule qui va comprendre la valeur maximum
de la trace d'objet. Et on va lui demander à PixInsight cette valeur maximum de trace d'objet qui persiste. Pour nous, ce petit point de nébuleuse, sa valeur en K, elle est de temps, et je veux que tu la retires. Tout le reste, on le garde. L'intérêt, c'est que ça va éradiquer toutes les traces d'objets. Vous allez voir, le souci derrière, c'est qu'en fait, on va rendre le masque binaire. Alors, c'est pas tant un souci, parce que de toute façon, il faut qu'un masque soit tranché. Et vous allez voir que l'aspect du binaire sorti de Pixelmath n'est pas toujours très joli. Donc, il va falloir retravailler ça. Et je vais vous montrer de quelle manière. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais zoomer dans l'image. Vous voyez qu'il reste encore quelques petites traces d'objets. Et je sais que la partie la plus lumineuse de la nébuleuse, elle est par là. Alors, il faut qu'on trouve la valeur, en laissant traîner la souris dans les lumières, la valeur la plus élevée. Et en gros, allez, là on est dans les valeurs de 20, 91, 21. Pour être large, je vais peut-être mettre une valeur à 22, à 0,22 ou 0,23. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va fabriquer notre formule. La formule est la suivante. 2if, donc if, si, pour PixInsight. Ouvrez la parenthèse. Ensuite, vous allez faire $t, ça veut dire la target. La target, c'est la cible, c'est votre image. À une valeur supérieure à 0,23, alors je vais lui demander 1,0 de la transformer en mode 1, 0, en mode binaire. Et je ferme la parenthèse. 0, et je ferme la parenthèse. Et donc, PixInsight il va comprendre que toutes les valeurs qui sont supérieures à 0,23, je les mets en blanc. Tout ce qui est inférieur à 0,23, je les mets en noir. Comme ça, plus d'objets, fini, et on n'en parle plus. Donc, je vais faire un replace target image, c'est-à-dire je vais l'appliquer sur cette image et ça va la remplacer. Et hop. Et vous voyez tout de suite, les traces d'objets disparaissent. La nébuleuse qui nous dérangeait n'existe plus. En revanche, comme je suis zoomé, j'en profite. Regardez la tête des étoiles. C'est juste affreux. Et faire un star mask avec des étoiles carrées ou dans cette forme géométrique, c'est pas possible. Donc on va trouver un moyen pour faire en sorte de modifier la structure. Quand je dézoome, en revanche, vous voyez, ça m'a bien mis en relief les petites étoiles de l'amas, les grosses étoiles et les moyennes étoiles. Toutes les étoiles y sont. Ce qui ne va pas maintenant, c'est leur forme. Et on peut tout à fait travailler cette forme de différentes manières. Parfois, un simple petit flou suffit. Je vais vous montrer. Pour faire un flou, par exemple, on peut utiliser le process ATWT, par exemple, le Truth Wavelet Transform, par exemple. Ça fonctionne un peu comme MMT. C'est des systèmes de couches. Donc si je retire les deux premières couches qui contiennent le bruit, il va me rester que les trucs plus flous au-dessus, si vous voulez. Dans ces cas-là, si je l'applique, vous allez le voir. Voilà. Et on récupère, vous voyez, tout de suite, beaucoup plus de rondeur. Pour que vous puissiez voir avant-après, le défaut que ça peut avoir, c'est le diamètre. Comme j'ai fait un flou, vous voyez, ça vient serrer les étoiles. Donc si jamais vous voyez que sur votre Star Mask, ça resserre trop, vous pouvez, avant d'appliquer ce process de flou, faire une dilatation. C'est-à-dire les faire grossir volontairement pour, quand je floute, cette dilatation, elle compense le resserrage des étoiles par rapport au masque. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on fait ça? Oui. Ça y est, c'est déjà. Ta gueule pour voir. D'accord, on poursuit. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une dilatation. Donc, je reviens en arrière sur l'état et je vais ouvrir le process Morphological Transformation. C'est ce process, je pense, que vous utilisez lorsque vous faites une réduction d'étoiles. Il existe différents principes. Le mode érosion, c'est celui qui va serrer les étoiles. Et le mode qui est juste en dessous, qui s'appelle dilatation, lui, il va ouvrir les étoiles. Voilà. Ensuite, vous avez des puissances, le pourcentage. Le amount, c'est la puissance. Là, à 1, je suis à 100%. Je ne vais peut-être pas dilater à 100%, on va le mettre par exemple à 80%, c'est-à-dire 0,8. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, je m'assure d'être sur une taille de 7 éléments, ça va prendre en compte la tâche de l'étoile. Ça ne va pas me négliger non plus les grosses étoiles, ni les petites mais les moyennes. C'est un bon compromis entre l'ensemble. Et bien entendu, je suis sur des structures circulaires, parce que les étoiles sont rondes. Et je vais appliquer à l'image, et vous allez voir que ça va ouvrir. Voilà, boum.
j'ai dilaté l'ensemble. Et maintenant que j'ai dilaté l'ensemble, eh bien, je peux appliquer le flou qui va juste resserrer légèrement. Et vous obtenez un star mask qui contient la totalité des étoiles avec les petites, les grosses, les moyennes, le flou qui a légèrement rétréci. Là, par exemple, la dilatation, elle est peut-être un poil trop élevée. En fait, grâce au flou, on aurait pu se limiter à ça. Mais je voulais vous montrer, si vous êtes confronté à une réduction trop forte des étoiles lors du flou, que vous pouvez la dilater. Choisissez la valeur qui sera suffisante, peut-être 20%, 80, 50, peu importe. Le flou derrière va resserrer l'ensemble. Il doit avoir ce juste compromis, cet équilibre entre le flou et la dilatation vous permettra de conserver la taille au départ de vos étoiles. Et une fois que j'ai utilisé l'ensemble de cette process, bien mon star mask il est terminé et je peux l'utiliser pour les réductions d'étoiles, les saturer, sur des starlets, sur ce que vous voudrez pour continuer votre traitement d'image. Okay. Pour vous résumer les différentes étapes, parce que ça fait quand même pas mal d'informations, on va partir de l'image linéaire, on va monter avec le process STM. À partir de cette image montée, je vais utiliser le process MMT. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Process MMT qui se présente avec les fameux layers. Dans ces layers, vous choisissez le niveau maximum. Chaque layer correspond à une couche. Le chiffre élevé, c'est les couches larges. Le chiffre petit, les fines. Je décoche les tout derniers niveaux. Je commence par le R et grâce au Real Time Preview, je vois ce que ça donne. Je vois que l'objet disparaît. Et je continue sur la 8, la 7 et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'objet ait presque complètement disparu tout en préservant les grosses étoiles. Il y a des tas de configurations où, comme l'objet est ténu, ou du 8 ou du 7, non seulement j'ai conservé les grosses étoiles, mais en plus la totalité de l'objet a disparu. Auquel cas, votre masque, il est terminé. Il n'y a même pas besoin de passer par les étapes que nous avons fait ensemble. En revanche, s'il persiste des traces d'objets, eh bien, vous avez à votre disposition d'abord l'histogramme. L'histogramme vous permet, en noircissant le fond de ciel, de faire disparaître les traces d'objets, surveillance sur le diamètre des étoiles qui se resserre. Deuxièmement, Pixelmat. Vous renseignez à Pixelmat une valeur seuil. Si cette valeur seuil est atteinte, alors Pixelmat la transforme en blanc. Si elle est en dessous de cette valeur, dans ces cas-là, il la transforme en noir. Assurez-vous que la valeur seuil soit légèrement au-dessus, que vous mettrez, du point le plus lumineux de la trace d'objet qui persiste. Comme ça, plus d'objet du tout. L'intérêt, c'est que ça va très vite et on ne passe pas 3 heures avec le tampon. Le désintérêt, c'est la forme des étoiles que nous avons eues. Vous avez pu constater que ce n'est pas joli. Différentes façons pour récupérer de la rondeur autour des étoiles. La première, c'est le flou à essayer. Et la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de dilater. La plupart du temps. En revanche, si vous êtes confronté à une réduction trop importante de votre étoile, alors la conduite à tenir est de faire une légère dilatation, de 20 à 100%, peu importe, tout en sachant que le flou que vous appliquerez derrière permettra de resserrer la structure et de réobtenir un diamètre suffisant pour avoir un diamètre, pour un star mask utile. Dans notre exemple qui s'affiche là, c'est trop large. Moi, je trouve que c'est trop large. Je me serais arrêté juste au petit flou, ça me convenait parfaitement. Mais je voulais vous montrer les démarches pour que si vous êtes confronté à ça, vous puissiez la reproduire chez vous. Okay. Et enfin, la dernière chose, une fois que vous avez terminé votre star mask, vous assurez, si besoin, de faire un petit histogramme. On est en binaire là, donc on n'en a plus besoin. En revanche, si vous n'étiez pas passé par cette binarisation de Pixelmat, ajustez peut-être les valeurs du point haute lumière et basse lumière pour que les étoiles sortent bien et le fond ciel reste complètement noir, clippé. D'accord ? Un masque tranché avec des contours progressifs doux, quitte à mettre un tout petit coup de flou dessus, est un masque qui sera efficace parce que vous n'aurez, grâce à ces transitions douces, pas d'artefact entre l'étoile et le reste de la structure de l'image. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, tout est clair ? Ok, super. Donc ça, c'était la partie qui peut se faire en fait en 2 clics, clairement, ou un peu plus travaillée s'il y a des petites persistances d'objets. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre technique qui est encore plus rapide quelque part. Je vais garder ça de côté comme ça, on va en parler. En fait, c'est une technique qui est très simple et on va se servir d'une image starless pour ça. Donc pour ça, il va falloir faire une montée d'histogramme. On va faire une image de starless sur une image montée. Parce que, comme tout masque, l'image, se fait sur une image étirée. On va étirer l'histogramme, donc la dynamique de votre image. Et on va utiliser pour ça le process StarNet. Alors, je ne vais pas le faire là devant vous, je vais vous épargner ça parce que ça va juste prendre 3 jours et demi. Mais j'ai déjà préparé la starless, rassurez-vous. Et donc, vous laissez par défaut, moi je le laisse par défaut à 128, et puis je fais glisser le triangle. Si vous souhaitiez avoir un star mask de ce qu'a utilisé StarNet pour virer vos étoiles,
cochez la petite case Create Star Mask. Dans ce cas-là, il va aussi vous sortir le Star Mask. C'est une autre manière d'obtenir une carte d'étoile sur la totalité des diamètres, grand, moyen, petit. Moi, j'aime bien faire mes trucs à ma sauce, et je trouve cette technique-là intéressante. Du coup, j'ai fait le process StarNet, et j'ai obtenu une image Starless. Voilà. Donc j'ai juste l'objet, les nébuleuses du fond de ciel, le fond de ciel, c'est très joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette image exempte d'étoiles pour la soustraire à celle qui contient les étoiles. En soustrayant fond de ciel plus objet, il ne me reste que les étoiles. L'immense intérêt de cette technique-là, c'est qu'on va conserver la totalité des étoiles, premièrement, et deuxièmement, leur diamètre et leur intensité lumineuse respective. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Le petit défaut, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir, et on le verra tout à l'heure, c'est qu'autour des étoiles, parfois, vous avez des persistances de petits halos ou de petits défauts. Ça, pour le coup, ça se gomme super facilement avec un tout petit coup d'histogramme. Et on va le voir ensemble. Donc on va utiliser le process PixelMat, à nouveau, pour faire la soustraction entre les deux images. Alors bien sûr, il faut que je fasse la montée d'histogramme. Je l'avais déjà préparé, mais le principe de montée est exactement le même que ce que je vous ai montré au départ. Est-ce que vous avez besoin que je vous le remonte ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon? Super. Voilà. Donc j'ai mon clone ici. Voilà, ça c'est ma montée de feignant. Et donc je vais soustraire cette image et celle-ci. Voilà. Donc ce que je veux faire, c'est soustraire ce signal-là à ça. Donc je vais faire le clone moins la Starless. Je vais aller dans le process, chercher PixelMat. Ça c'est l'ancienne formule pour binariser, j'en ai plus besoin. Et je vais utiliser Expression Editor, comme tout à l'heure. L'expression Editor, c'est une boîte de dialogue. Vous avez dans la fenêtre de droite toutes les images qui sont ouvertes sur votre bureau. Il suffit de double-cliquer dessus, ça va l'écrire à votre place. Parce que on ne se rend pas toujours compte, mais quand vous faites des clones de machin de bidule qui a un nom long comme ça, vous n'avez pas envie de le taper en fait, c'est nul ça. Donc on va utiliser ça, c'est beaucoup plus simple. Donc je veux soustraire cette image et celle-là. Je vais faire L clone 1 moins l'image de Starless. Pardon ? Et je clique sur OK. Et ensuite, je vais me retrouver avec cette formule. Vous pouvez soit créer une nouvelle image, soit la remplacer. Je vais laisser sur Replace Target Image et je vais appliquer le process sur cette image-là. Et en une seule passe, lorsque je zoome dedans, regardez la finesse des étoiles en fait. Si je vais chercher par exemple au niveau, vous voyez, du petit amas qu'on avait ici, il est complètement conservé. Si je dois zoomer, on n'en est pas loin là. Dans la région, souvenez-vous, où il y avait le gros spot lumineux de la nébuleuse qui persistait, qui était là, il n'y est plus du tout. Donc ça, c'est super intéressant, parce que mes étoiles, les grosses, elles ont gardé leur intensité, leur dégradé depuis le centroïde sur leur périphérie. Tous les diamètres et la totalité des étoiles sont présentes sur cette carte-là. Et ça, c'est super intéressant. Et même, pourquoi pas, quand vous travaillez avec des étoiles un peu baveuses ou quoi, vous pouvez les isoler complètement du signal, faire votre travail de saturation, de réduction d'étoiles sans que ça abîme ce qui est autour et la réincorporer ensuite dans votre image. Ça peut être une façon de procéder pour épargner au maximum la qualité de votre image. Je vais simplement zoomer dans cette image pour vous montrer qu'il peut persister autour de certaines étoiles des tout petits défauts. Voilà, vous voyez là, ça bave un tout petit peu. Alors c'est pas méchant, c'est pas grand chose, hein, bien sûr, mais si je vais chercher sur des étoiles un peu plus imposantes, voilà, vous voyez le petit halo là autour. Bon, c'est un peu disgracieux et on va voir que, voilà, on le voit bien ici là sur la grosse par exemple. J'essaie de vous la mettre au centre. Voilà, vous avez deux grosses étoiles et vous voyez qu'il y a quand même encore un peu de signal qui pourrait perturber mon masque. Et bien avec un petit coup d'histogramme bien dosé, on va réduire ça. On ne peut pas l'enlever complètement, mais on va le réduire. De toute façon, le masque il va incorporer le petit halo qui est autour. Donc autant l'incorporer dedans pour pouvoir avoir une action sur ce halo. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir et le halo et ensuite un centroïde soustrait au centre peut vous faire le fameux masque qui contient juste les halos. Et ça peut être intéressant. Donc je vais ouvrir le process histogramme transformation et puis je vais faire un petit preview. Et puis c'est exactement comme tout à l'heure, je vais prendre le curseur de gauche et puis je vais le monter doucement. Pas trop, parce que si jamais je le monte trop, pour vous montrer avant-après,
les étoiles s'éteignent un peu. Voilà, vous voyez, et puis ça les resserre légèrement. Pour compenser et contrer ça au maximum, eh bien, je peux, moi, de l'autre côté, monter les lumières blanches pour aider le masque à se trancher un peu plus. Voilà, et là, j'ai la totalité de ma carte d'étoiles. Et j'ai légèrement diminué aussi les petits effets d'artefacts. Quitte à ce que je puisse regagner un poil en dessous, hein, pourquoi pas. Alors, pas plus. Et j'applique le process. Voilà. Et maintenant, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, j'ai légèrement réduit. Hein, là, ça bavait un peu plus en épines dans cette région. Et si je vais chercher sur des étoiles plus petites, eh ben, j'ai des étoiles qui ont des contours beaucoup plus doux. Rien ne m'empêche ensuite, une fois que j'ai effectué ça, pour, on va dire, terminer le travail là-dessus, de faire un tout petit coup de flou. Alors, je peux utiliser pas que ATWT. Hein. Par exemple, le process convolution marche très bien là-dessus. Et un petit coup de convolution, ça va légèrement serrer les étoiles, mais voilà. Et vous voyez, là tout de suite, les petits artefacts disparaissent. Et lorsque je dézoome, eh ben, j'ai conservé toutes mes étoiles, leur diamètre, leur position, plus d'objet du tout. Et j'ai plus qu'à utiliser ça pour aller faire ma réduction d'étoiles. Et ça marche super bien. Et c'est fait en 2 clics aussi. Alors ça implique d'avoir utilisé StarNet au départ. Vous me direz, mais il suffit de cocher la case Create Star Mask dans StarNet. Oui, vous avez tout à fait raison. Là, moi, je voulais juste vous proposer d'autres opportunités, d'autres outils qui vous permettent, parfois dans certains traitements où le StarNet ne fonctionne pas toujours parce qu'il se retrouve un peu en banane ou quoi que ce soit, et ben, d'obtenir malgré tout un Star Mask sans passer par 3 étapes avec le process dédié à ça, hein, qui peut être fastidieux avec beaucoup d'informations à prendre dans le fond de ciel, des données à rentrer qui ne sont pas toujours faciles, aisées à comprendre, à manipuler pour obtenir un Star Mask qui soit efficace. Compiler ensuite 3 images différentes pour avoir tous les diamètres, alors qu'en 2 passes, dans certains process, ça peut être effectué. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui sur les fameux Star Mask. Et juste pour vous montrer, hop, je vais reprendre mon autre Star Mask. Ça, je vais le fermer pour que vous puissiez voir la différence. Là, hop, ça, je vais peut-être revenir en arrière. Là, voilà. On va dire que le masque, je crois que c'était ça. C'était après ça. Je vais juste faire un tout petit coup de flou, comme je l'aurais fait au départ, pour que vous puissiez comparer les 2 résultats. Voilà. Et hop. Voilà. Ok. Donc voilà, à droite, le process MMT qui vous a donné l'ensemble du Star Mask. Et à gauche, quand on fait la soustraction à partir d'une image starless. Donc vous voyez que l'apparence des 2 masques est quand même légèrement différente. Les diamètres étoiles ne sont pas les mêmes. À la limite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a plus de finesse avec la soustraction de la starless qu'avec le process MMT. En revanche, le process MMT contient peut-être un peu plus d'étoiles. Voilà. Donc à vous de voir, en fonction de la localisation des étoiles que vous avez dans votre image, l'intérêt qui peut être pour vous d'utiliser telle ou telle technique pour parvenir à vos fins sur des réductions récalcitrantes. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? On ne peut pas additionner les 2, par exemple? Alors oui, après on pourrait vous faire une moyenne ou quoi que ce soit. Mais voilà, si j'additionne les 2, ça veut dire que je vais empâter certaines étoiles que je ne souhaite pas empâter et au contraire diminuer d'autres étoiles que non. Voilà. Mais tout est toujours possible, bien sûr. Après, si tu es très fort en mathématiques, tu peux peut-être faire une formule Pixelman. Mais moi, à partir de diviser par 3, mon cerveau se mélange à chair. Comme ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est facile et accessible et en quelques clics, on y parvient. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce que tu as Quentin avec d'autres process que existent en dehors de PixelStack comme StarNet par exemple? Alors c'est ça, StarNet++, c'est celui que j'ai utilisé pour faire Il la est Starless. intégré dans PixelStack. Voilà, exactement. Et il suffit de cocher la case, je vais te montrer, de cocher la case ici, hop, Create Star Mask. Tu fais ensuite glisser sur ton image qui a été étirée et il va te sortir le Star Mask. Voilà. La même chose à peu près beaucoup que l'image de droite en général. Ça s'approche plus de l'image de droite que l'image de gauche en général. Donc c'est une façon de faire. Après, je trouve que StarNet, il peut être lent. Vous me direz, je m'en suis servi pour générer celui-là. Et celui-là, je l'aime bien parce que je le trouve très très fin, en fait. Et c'est intéressant parfois de recomposer les 2 images pour avoir des étoiles qui sont de qualité, qu'on a pu travailler indépendamment, sans que ça aille abîmer par leurs effets justement d'accentuation ou de saturation le reste de la structure. C'est vraiment en fait quels outils je peux avoir à ma disposition pour aboutir dans mon image. Plus ma boîte à outils elle est riche, fournie, et plus je vais pouvoir créer moi-même ce que je souhaite. C'était surtout ça. Je crois qu'il y avait une autre question.
Moi, c'est juste une remarque sur l'addition. Oui, bien sûr. Pour additionner les deux, tu peux faire telle image fois 5 fois 0,5 plus l'image fois 0,5. Et en fait, sur l'échelle du pixel mat, laisser 0,1 pour éviter que ça. Par exemple, ça peut être une excellente solution, effectivement. Ou un max de pixels. Ou effectivement, on peut pondérer, mettre un pourcentage, un ratio de l'une sur l'autre. Oui, carrément, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est une technique que tu peux utiliser, par exemple, pour faire un masque pour une déconvolution? Oui, complètement. Ouais, ça marche très très bien. Effectivement. Après, la déconvolution, beaucoup d'entre vous utilisent la déconvolution? Ouais. Je trouve que, en fait, la déconvolution, elle va, même si on la fait en linéaire, il faut vraiment qu'elle soit bien dosée. Parce que sans s'en rendre compte, je trouve qu'elle a vite fait d'aller saturer certaines régions de l'image avant même qu'on ait tiré l'histogramme, et quand on la tire, on est foutu. Donc d'aller chercher des petits couillères de détails ou autres, ça peut être intéressant, mais je trouve très raisonné. Voilà. Après, peut-être que moi, ça ne s'applique pas parce que je fais du grand champ, peut-être dans les détails, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas aisé comme procédé. C'est assez long et fastidieux la déconvolution. Et pour la réduction, alors ça c'est pour l'accentuation d'objets ou la réduction d'étoiles que tu fais la déconvolution? Non, c'est pour retrouver un peu de détail. Oui, un peu de détail. Ouais. Moi, je n'utilise pas beaucoup ça, j'utilise plutôt d'autres systèmes après la montée. Mais c'est hyper intéressant. Plus on a un travail avant la montée, mieux ça se passe après parce qu'on n'étale pas les défauts. Mais voilà, après ça va impliquer, quand on a fait beaucoup d'accentuation avant la montée, qu'on ait une montée qui soit largement surveillée. Parce que de toute façon, ça risque de flamber plus. Effectivement. Mais bon, tant que ça fonctionne, tout va très très bien. D'autres questions? Du tout? Eh bien super. Oui. Je t'écoute. Non, une petite question pour les petites astuces à la limite. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes là sur les lunettes, mais par rapport aux aigrettes, ouais. Comment bien les intégrer parce que parfois sur ces filtres masques, alors, il y a beaucoup de difficultés avec les aigrettes. Oui, je comprends. En fait, il y a moyen de faire parfois des masques en fait, en se servant de la luminance et en l'imprimant dans le Star Mask. C'est un truc pas évident. Mais par exemple, sur une Starless, on peut retirer les aigrettes en soustrayant une portion de la couche luminance à la couche Starless en fait. Et comme elle contient les aigrettes, comme elle est, voilà, et ben ça va juste imprimer ce qu'il faut au bon endroit et ça va retirer la petite aigrette, par exemple. Et après, si tu passes en inverse, bah, tu as l'étoile avec l'aigrette, par exemple. Mais bon, c'est un peu complexe. Le mieux, c'est pas de Newton. C'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Valentin pour cette excellente démo. Je crois qu'il faut que je peux répondre à ta question juste après ou... Ok. Merci infiniment pour votre attention. Merci.